Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Direct Gestion. Le débat, comme tous les matins, 9h30 à 10h, avec deux experts pour commenter l'actualité économique et financière. Ce matin, j'ai le plaisir d'accueillir Éric Pictet, directeur général du bureau de Paris de Musinich. Bonjour Éric. Bonjour Fabrice. Et Joseph Alfonsi, directeur de la gestion de LGA Investissement Associé. Bonjour Joseph. Bonjour Fabrice. Messieurs, on démarre tout de suite par cette semaine importante, semaine de BCE, j'allais dire de Fed. Non, ce sera le 16 décembre. Après-demain, Super Mario prend la parole et beaucoup d'attentes autour de ce qu'il va annoncer. Éric Pictet, est-ce que vous pensez qu'il va décevoir ou au contraire satisfaire une fois de plus les marchés comme il en a l'habitude ? Comment dire? D'abord, le monde tourne autour des banques centrales. Bon, donc je n'aurai pas de commentaire là-dessus, mais finalement, c'est Draghi et Yellen qui mènent le bal. De toute façon, s'il n'y a pas d'annonce, le marché sera déçu. Donc il y aura des annonces, ça sera sûrement une augmentation du QI, ça sera sûrement une baisse du repos négatif qui va poser d'ailleurs d'autres soucis et surtout, et peut-être aussi un rallongement éventuellement après septembre 2016. Bon, l'important surtout, c'est pas ce qui va être annoncé, c'est est-ce qu'à terme, il va y bien avoir un effet sur l'économie et sur l'activité. Parce que finalement, l'inflation, on n'y arrive pas encore tout à fait, et la croissance est un peu au rendez-vous, mais pas tant que ça. Donc c'est ça l'important. Ouais, en zone euro, inflation, pas grand-chose. On rappelle les trois grandes mesures phares. Allongement de la durée du quantitative easing, on attend jusqu'en mars 2017, ça c'est plutôt acté. Augmentation des montants d'achat d'actifs, donc de 60 à 80 milliards, donc une augmentation de 20 milliards. Et puis une baisse des taux sur les réserves excédentaires, c'est-à-dire l'argent que déposent les banques à la Banque centrale, ça leur coûtera de plus en plus cher. C'est à moins 0,20 aujourd'hui, ça pourrait passer à moins 0,30. On voit que les Allemands, notamment, se sont émus un petit peu des deux dernières mesures, peut-être pas l'allongement du QI après septembre 2016, mais les deux autres, les Allemands freinent un peu et disent ça suffit. C'est assez raisonnable, surtout d'un point de vue allemand, puisque le QE qui est en place semble fonctionner. Si on regarde les chiffres du crédit, par exemple, que ce soit sur l'enquête trimestrielle de la BCE ou toutes les données mensuelles qui sont disponibles, on voit que le crédit augmente, que ce soit le crédit à la consommation, le crédit aux entreprises. Donc ça veut dire que ce qui est fait agit et semble en tout cas aller dans le bon sens et est efficace. En matière de masse monétaire également, je crois que la masse monétaire est repassée au-dessous M3 est repassée au-dessus de 5% de progression. Au regard de la croissance qui est plutôt autour de 1,5%, on a donc des mesures qui, à l'évidence, sont plutôt efficaces. Donc les Allemands sont fondés à dire, avant d'aller beaucoup plus loin et d'aller dans l'exagération pour satisfaire les marchés, puisque c'est ce que les marchés attendent, et il faudrait mieux peut-être attendre de voir si ces mesures sont suffisantes et puis ajuster un peu plus tard. Donc je pense que c'est au niveau du timing que sans doute il y a des discussions. Les Allemands préféreraient attendre un peu plus. Oui, des Allemands qui ont fait déjà quand même beaucoup d'efforts. C'est vrai que c'était pas gagné de mettre en place ce quantitative easing. Exactement, qui au départ étaient réticents, on le sait, par rapport à leur histoire, et qui finalement ont accepté tout ça. Et donc aujourd'hui, il est assez légitime qu'ils soient beaucoup plus regardants et beaucoup plus prudents par rapport aux mesures que les marchés attendent. Alors pourquoi ils sont réticents, les Allemands? Ils le disent, ils créent des risques, cette politique ultra accommodante de la BCE créerait des risques de bulles. Et bien sûr, permettrait au gouvernement également de retarder les réformes structurelles nécessaires. On s'attache un petit peu au risque de bulle, justement, on l'a vu, notamment sur le crédit. Vous êtes spécialiste, Éric Pictet. Bon, c'est vrai que les obligations d'État, je crois que maintenant, sur du moins de 2 ans, il y a à peu près 30% des émissions qui sont négatives. Est-ce que ça peut continuer comme ça ? Alors, vous avez quoi? Vous avez 2500 milliards à peu près qui sont en taux négatif en gouvernement, c'est-à-dire 25 à 30% de l'ensemble, comme vous l'avez dit. Les taux français sont négatifs, je crois, jusqu'à 5 ans, les taux allemands négatifs jusqu'à 7 ans. Bon, tout ça, effectivement, pousse pas. Je pense que Draghi aussi a un peu peur du ralentissement en Asie, qui a quand même un effet aussi sur la croissance en Europe. On parle à chaque fois que si l'Asie baisse de 1% de croissance, ça a un effet de moins 0,3 à moins 0,4 en Europe.
Donc, quand on regarde, bien sûr, ils vont pas acheter de crédit. Les sociétés, elles continuent à bien se porter. Hein. Quand on regarde le résultat du high yield européen, vous êtes à plus 3% depuis le début de l'année. Pourquoi? Mais malgré une petite hausse de spread, hein, vous avez eu 40 à 50 points de base d'augmentation de spread, en gros de 420 à 480, environ 60 BP, mais vous avez toujours une baisse des taux. Vous avez une baisse des taux du 10 ans portugais, du 10 ans espagnol, du 10 ans italien, relativement sensible. Ça n'est que 20 à 40 BP, mais quand on voit le niveau des taux, forcément, ça a effectivement un effet. Alors maintenant, pour l'année prochaine, comment ça va se passer sur le crédit, en tout cas le crédit européen? Avec cette espèce de parapluie de la Banque européenne, la volatilité va sans doute être faible, puisqu'on sait que ça va être là. Donc même donc on peut penser qu'il y aura une petite, nous notre scénario, sur le high yield en tout cas, c'est une petite baisse des spreads, environ 30 à 40 BP, ce qui voudrait dire qu'après, en gros 3 à 3,5% cette année, le high yield européen pourrait faire entre 4 et 5% l'année dernière. Un peu de volatilité, cependant cette année, c'est vrai que c'était à peu près le même scénario avec l'annonce de ce quantitative easing, et on a quand même eu des frayeurs. Hein. En mai-juin, il y a eu ce fameux spike là, de crédit où beaucoup sont quand même pris les pieds dans le tapis. Oui, non, il y a eu, quand vous regardez depuis le début de l'année, si je parle du high yield européen, on a commencé les spreads à 412, on est monté à plus de 500 pour revenir aujourd'hui à 480. Donc les perfs sont montés au-delà de 3% en mois de mai pour revenir négatif fin septembre à moins 0,5 et aujourd'hui on est revenu à 3. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi le ralentissement chinois qui a fait peur, le ralentissement asiatique qui a fait peur cet été. Donc la volatilité va augmenter, elle va augmenter de toute façon aux États-Unis, hein, parce qu'on n'a pas parlé des États-Unis, mais là on a quand même des divergences énormes entre les politiques des banques centrales, peut-être que vous allez y venir. Mais en Europe, on est toujours dans ce quantitative easing qui est quand même une certaine sécurité pour les marchés. Alors justement, Fed et BCE se retrouvent face à face, on va avoir des politiques, c'est inédit, diamétralement opposées, resserrement du côté de la Fed, une remontée des taux qu'on attend, c'est la dernière fenêtre de tir pour Janet Yellen, et Banque Centrale Européenne qui, elle, pourrait augmenter son quantitative easing. Quels seront les effets, les conséquences justement de ces deux politiques-là, de ces banques centrales qui sont face à face, Joseph Alfonsi? Elles peuvent être multiples, hein, les conséquences. Il y a d'abord au niveau de la devise, évidemment, c'est la répercussion immédiate. On voit bien qu'il y a des pressions baissières sur l'euro, tout à fait logique. Quand on regarde, alors je ne suis pas un spécialiste des taux, mais quand on regarde les spreads 2 ans euro-États-Unis, généralement le spread indique plutôt bien la direction de l'euro-dollar et on devrait aller au cours des semaines et des mois qui viennent vers la parité. Enfin, en tout cas, c'est un petit peu comme ça que les marchés envisagent l'évolution. Alors comment le timing, ça on ne sait pas. Ensuite, les conséquences, pour répondre à votre question, elles sont multiples parce que tout cela n'est pas neutre. Je prenais par exemple, si on prend l'exemple du dollar, on sait que lorsque le dollar s'apprécie, généralement, ça implique des pressions plutôt baissières sur le pétrole. On observe historiquement une corrélation inverse entre le dollar et le pétrole. Or, un pétrole qui reste bas, des cours du pétrole qui restent bas, voire qui continuent encore à baisser, on sait que ça handicaperait, en tout cas ça pénaliserait l'objectif de retour à 2% d'inflation visé par les banques centrales. Donc on voit bien que quelque part on est dans des mécanismes qui ont des répercussions directes et indirectes et ces répercussions ne sont pas faciles à apprécier et à anticiper. Mais une chose est sûre en tout cas, le fait que le dollar soit dans une perspective d'appréciation va redonner un petit peu plus de soutien au marché américain dont on sait que les résultats d'entreprise sont très élevés. Donc on est peut-être sur des sommets en termes de résultats, je dirais. Et d'où la crainte sur les marchés américains. Maintenant, le fait que le dollar ait des perspectives d'appréciation peut permettre de soutenir un peu plus longtemps les marchés américains via les flux et donc indirectement également les marchés actions européens qui sont malgré tout toujours un petit peu corrélés. C'est du billard à 2 bandes, à 3 bandes, donc c'est exactement ça. Il faut anticiper, c'est pas évident. Il y a une victime quand même dans cette appréciation du dollar, ce sont les pays émergents, évidemment, dont les dettes sont libellées en devises. Et si le dollar augmente, toutes ces économies émergentes risquent d'en pâtir, évidemment. Et ce sont des partenaires commerciaux pour les États-Unis. Donc à un moment, est-ce que Janet Yellen ne va pas tirer la sonnette d'alarme si le dollar s'appréciait trop? Alors sans doute, bien sûr. En fait, quand on regarde 0,25, même 50 BP si on y arrive, ou 75, parce qu'on sait que la hausse des taux américaines va être quand même de moindres amplitudes
que les fois précédentes, et à chaque fois c'est le cas. Mais la Banque centrale américaine veut avoir retrouver une marge de manœuvre, parce qu'aujourd'hui elle ne l'a pas. D'ailleurs, on a vu que le fait de ne pas avoir monté en septembre, puisque tout le monde attendait septembre, ça a fait beaucoup de volatilité, ça a créé beaucoup de volatilité sur les marchés. Elle ne pouvait plus le faire en octobre, et tout le monde se disait à l'époque, elle ne peut pas le faire en décembre parce qu'il n'y a pas assez de liquidité pour le faire. Donc finalement, ça va sans doute se faire donc, à la prochaine fois. C'est pricé par les marchés en tout cas. C'est pricé par les marchés, et à mon avis, ne pas le faire crée beaucoup plus de problèmes que si, bien sûr, elle le fait maintenant. Les sociétés américaines, globalement, sont assez peu corrélées avec ce qui se passe dans les pays émergents, mais les pays émergents, aujourd'hui, comptent énormément dans la croissance mondiale. La croissance mondiale, plus de 50%, c'est les pays émergents, et notamment l'Asie. Donc, 25 BP simplement de hausse peut créer effectivement des mouvements. Donc, la volatilité va effectivement augmenter dans les pays émergents, d'autant plus que la croissance est à la baisse. Donc, si je parle du crédit, qui est notre spécialité, les pays émergents, aujourd'hui, c'est pratiquement le meilleur marché corporate depuis le début de l'année. Vous êtes entre 3 et 3,5 de performance, parce que malgré la baisse de la croissance, il y a des phénomènes techniques qui ont été relativement bons, surtout en Asie, bien sûr, puisque les marchés sont très différents entre l'Asie, le Middle East, l'Europe centrale et bien sûr l'Amérique latine, qui a beaucoup souffert des commodities. Donc on a différents marchés. L'année prochaine, les 6 premiers mois devraient être bons au niveau technique parce qu'il y a peu d'émissions, donc ça sera un soutien au marché. Mais derrière, il faut bien sûr que la croissance reparte dans les pays émergents. Ah oui, l'Asie, c'est vrai que l'Asie c'est votre top pick pour ces obligations émergentes, parce qu'on peut parler également aujourd'hui de BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, un grand fourre-tout. Les situations sont très diverses. Les situations sont très diverses. Le Middle East a bien sûr souffert. La Russie a beaucoup augmenté pour des raisons, mais le reste du marché n'a pas tellement bougé en Europe de l'Est. C'était assez flat. Et puis en Amérique latine, bien sûr, l'Amérique latine souffre beaucoup du prix des commodities. Donc il faut vraiment faire vraiment une sélection tout à fait importante dans ces marchés. Mais encore une fois, il faudrait que ça soit soutenu par une réelle croissance l'année prochaine. Bien sûr. Du côté des actions, c'est vrai que les émergents ont été délaissés ces 2 dernières années. Les flux ont été très négatifs. Est-ce que ça pourrait s'inverser à la faveur de cette première hausse des taux de la Fed? On se dit, ça y est, c'est terminé, le moment parce que les flux sortants, c'était à partir de juin 2013, vous souvenez de Bernanke et son faux pas sur la communication. Justement, est-ce qu'on est au bout du processus du côté de la Fed? Est-ce que ça pourrait relancer les émergents, réattirer des flux? Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'une fois que le mouvement est engagé, et là ce qui va compter, je pense qu'il n'y a plus vraiment de surprise à attendre. Je crois que la Fed, lors des dernières minutes qui ont été publiées, on voit qu'il y a une majorité des membres du comité qui se sont prononcés pour une hausse dès le mois de décembre, à moins d'une dégradation de la conjoncture. Or, entre-temps, on n'a eu que plutôt des bons chiffres aux États-Unis, ce qui normalement ne laisse plus de doute sur l'issue de la réunion. Donc, par rapport à la question des émergents, effectivement, après, ce qui va compter, c'est le rythme de normalisation et puis l'ampleur, comme le disait M. Pictet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que les taux ne reviendront pas sur des niveaux, les taux directeurs américains, sur les niveaux élevés qui ont été les leurs par le passé. Les niveaux seront bien inférieurs, et puis le rythme, la Fed va veiller à avoir un rythme de normalisation qui soit en phase avec la conjoncture américaine. Donc peut-être que de ce point de vue-là, le pire est peut-être passé sur les émergents, parce que c'est toujours quand on craint quelque chose, un événement, qu'on prend des décisions dans la panique. Ensuite, une fois que l'événement est acté, on va dire, en termes de flux, l'essentiel est passé. Donc c'est possible qu'on ait des émergents qui, du coup, en termes de flux en tout cas, soient un petit peu moins pénalisés par les décideurs financiers. Voilà, des émergents peut-être un peu moins pénalisés, en tout cas on verra un mois très intéressant, le mois des banques centrales, et les banques centrales qui font plus que jamais le marché, les impacts et puis l'allocation à choisir pour cette fin d'année et 2016, on en parle dans un instant avec nos gérants. À tout de suite. Retour sur le plateau de Direct Gestion pour le débat, deuxième partie, en compagnie toujours de Éric Pictet de Musinic et Joseph Alfonsi de LGA Investissement Associés. On parle évidemment des effets des annonces des banques centrales, BCE le 3 décembre, la Fed le 16 décembre, sur les marchés et surtout sur cette allocation à choisir maintenant, à quoi vous attendez pour 2016. On va commencer par Éric Pictet, notamment spécialiste du crédit. Vous nous disiez que sur les États-Unis, effectivement, c'était compliqué aussi d'aller chercher de la performance. Où va-t-on trouver de la performance pour 2016?
Eh ben, c'est le grand problème. Dans le côté obligataire, où trouver du rendement positif, puisqu'on va dire qu'on a une inflation à 0 ou 1%. Bon. Aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe? Vous avez une augmentation des taux, des spreads d'environ 130 BP depuis le début de l'année. Donc vous êtes à 630, 640. Bien sûr, les commodities et l'énergie a beaucoup poussé. Si vous enlevez ça, vous êtes environ à 530, 550. Quand vous dites beaucoup poussé, on explique pour ceux qui sont moins familiers que vous avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là aussi, l'énergie, le pétrole, ça a quand même, c'est moins en faveur des investisseurs, donc les rendements doivent être plus élevés. Donc ça tire les rendements. Exactement. Donc les spreads, c'est-à-dire l'écart de taux de rendement entre les obligations d'entreprise énergétiques et l'obligation d'État se sont largement écartés. C'est plus cher pour elles. Exactement. Ce qui a donc un effet sur le prix et donc un effet sur la performance négative. Donc quand vous regardez le marché high yield depuis le début de l'année aux États-Unis, la performance est en gros de -2. Or, il est de +3 à peu près en Europe, pour vous donner un schéma. Donc, comme le prix baisse, vous avez votre rendement qui augmente pour quelqu'un qui investit aujourd'hui. Et le rendement aux États-Unis sur le high yield est d'environ de 8%. En revanche, si vous enlevez, et vous avez en gros des rendements à 5 ans de 1,60, 1,80, puisque vous avez eu un aplatissement de la courbe des taux aux États-Unis, donc vous avez eu un effet aussi courbe des taux négatif. Le 10 ans a en gros pas bougé. Et vous avez eu une augmentation du 2 ans et du 5 ans d'environ 20, 30 ou 40 BP, ce qui a eu un effet. Donc vous avez eu un aplatissement de la courbe des taux cette année. Pour l'année prochaine, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez des spreads qui ont augmenté, donc ils sont au-dessus des taux de défaut, puisqu'en fait le spread c'est quoi? C'est finalement une anticipation du taux de défaut futur. Le taux de défaut va augmenter aux États-Unis, il va rester à 1,50 en gros pour les sociétés non énergétiques. Il faudra rajouter 1,50 pour les taux énergétiques, donc environ 3%. 3%, on devrait avoir des spreads environ à 450. Est-ce que vous prenez ce risque aujourd'hui justement sur ces sociétés énergétiques? On sait qu'elles étaient dans la tourmente, qu'il y a cette pression déflationniste sur les prix du pétrole. Quand vous choisissez les sociétés, est-ce que vous y allez? Alors, ce qui est super aujourd'hui par rapport à avant, c'est qu'on est dans un marché où c'est un marché actif, puisque vous avez des différences énormes entre les secteurs. Cette année, vous avez à plus de 7% sur les foods, sur tout ce qui est alimentaire, et moins 30% sur les métaux. C'est-à-dire qu'un gestionnaire actif peut vraiment trouver de la matière. Et d'ailleurs, nous, on est à 2-3% au-dessus des indices. Et c'est assez rare dans le passé. Alors pour ça, les États-Unis, vous allez avoir un petit effet positif, un petit rendement positif. Et en Europe, on considère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que sur nos marchés, à yield, on devrait pouvoir assurer 4 à 5% de rendement positif. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire, notamment on parle beaucoup de stock picking, c'est-à-dire même au sein des secteurs, on voit qu'il y a du bon, du moins bon. La rotation sectorielle, elle est très compliquée, elle va en plus très vite cette année. Tous les marchés sont allés très vite, Joseph Alfonsi. C'est comment on s'adapte justement à ce nouveau type de marché qui va très vite, qui bouge en fonction des annonces des banques centrales. Est-ce qu'on a le temps? Il y a deux manières de voir les choses, ou bien on essaye effectivement de coller au plus près au marché, et auquel cas on se heurte au risque de ce qu'on appelle chez nous, dans notre jargon, la porte de saloon, c'est-à-dire rentrer de manière ou sortir de manière intempestive de secteur, ou bien on essaye de prendre un peu de recul, et on regarde vraiment les fondamentaux, comment évoluent les fondamentaux, et à ce moment-là, on prend des positions un petit peu plus de long terme, et on essaye de dépasser un petit peu les variations ponctuelles de secteur. Donc nous, on aura plutôt tendance à fonctionner sur le deuxième mode opératoire, parce qu'aujourd'hui il est très compliqué effectivement de prévoir à très court terme les mouvements de secteur qui se font de manière extrêmement brutale, vous venez de le dire, on l'a vu notamment cet été. Alors il y a un produit qui permet de jouer sur les deux tableaux, actions et obligations, c'est l'obligation convertible en actions. Dans le fonds que vous gérez, Asset Picking, qui réunit 7 sociétés de gestion qui vous présentent le meilleur fonds du moment, on voit que la part justement de convertibles s'est réduite depuis la dernière allocation au profit des actions justement, c'est-à-dire que ces sociétés de gestion elles sont quand même assez positives là, sur la poursuite du mouvement haussier sur les actions. Alors ça va faire suite un petit peu à ce que je disais, c'est-à-dire que cet été en fait, quand on a eu la grosse interrogation sur l'évolution de l'activité en Chine, les marchés ont effectivement corrigé de manière extrêmement sévère, puisqu'on a eu sur le point bas du 24 août, on avait à peu près en 3-4 journées, moins 16% sur les indices européens. Donc il était
très très difficile pour tout le monde de prévoir l'ampleur de cette correction. Derrière, le marché a fortement rebondi. Nous, on a dans Asset Picking 7 structures de gestion de cultures extrêmement différentes et c'est assez intéressant pour prendre le pouls sur la place et avoir la tonalité des sentiments des uns et des autres. Ce qui s'est passé cet été, c'est qu'effectivement, à la suite de cette correction, on a eu une forte interrogation sur l'évolution de la conjoncture et on a eu un repli assez groupé finalement de l'ensemble des sociétés vers un outil qui s'appelle l'obligation convertible, qui est un outil hybride qui permet, on va dire pour schématiser, de profiter un petit peu de la hausse des marchés si hausse il y a, tout en se prémunisant un petit peu mieux en cas de repli. Donc on voyait bien qu'il y avait à moyen terme un sentiment plutôt positif sur les actions de la part de l'ensemble des structures, mais avec un risque à court terme de forte volatilité. Or, donc c'est une manière de se couvrir quelque part, d'avoir ces se couvrir, c'est peut-être pas le mot, mais de mieux traverser des situations un petit peu compliquées, notamment avec des regains de volatilité, puisqu'on sait que la volatilité est un élément favorable pour l'obligation convertible. Depuis, on a fait la rotation Asset Picking vendredi dernier, le 20 novembre. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que certaines sociétés, je pense notamment à la ligne Natixis qui était passée d'un fonds action, ensuite un minimum variance, ensuite une convertible Europe, désormais est revenu sur les marchés d'actions européens. Donc quelque part avec le segment small et mid cap. Voilà, avec le segment small et mid cap qui est une thématique et un segment de marché qui est un peu particulier puisque généralement quand il y a des chocs assez brutaux sur les marchés, les large caps sont plutôt les valeurs les plus immédiatement impactées. Les small et les mid généralement résistent un peu mieux dans un premier temps. Donc on a bien une adaptation en continu de certaines structures de gestion qui en fonction du risque ambiant, eh bien, vont adapter leur position. Et là, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est qu'on enregistre les premiers retours sur les marchés d'actions. Ça veut dire que pour la fin de l'année, ces structures sont plutôt positives, et notamment grâce au rôle et au jeu des banques centrales, et puis vraisemblablement aussi début 2016, puisque pour l'instant, l'ensemble des éléments à disposition ne constituent pas des menaces immédiates pour les marchés d'actions. Obligations convertibles, vous en faites un peu également chez Mudinic ? Très peu, on fait ce qu'on appelle des bursts convertibles, c'est-à-dire des convertibles où il n'y a plus que le côté crédit et pas le côté action. Donc c'est très marginal dans ce qu'on fait. C'est vraiment une classe d'actifs très spécifique qui est d'ailleurs plutôt développée en Europe qu'aux États-Unis. Et vous savez que le marché à yield est plutôt un marché américain, même si le marché européen se développe. Une autre question justement, comme on est ça y est, en décembre, fin d'année boursière, on a eu un beau mois d'octobre notamment, contre toute attente, alors que le mois de septembre a été un peu compliqué suite à ce qui s'était passé en Chine. Sur le crédit d'ailleurs, comme sur les actions, est-ce que l'année est déjà terminée pour les gérants? Est-ce qu'on est déjà en train de faire ces fameux habillages de portefeuille de fin d'année en se satisfaisant ou on reste investi? Bon, deux choses. Sur le marché américain, quand vous regardez, il y a eu ce qu'on n'avait jamais vu depuis 90, 4 mois de baisse cette année consécutifs, de juin à septembre. On a eu un rebond exceptionnel au mois d'octobre, mais on a reperdu pratiquement 80% de ce qu'on avait gagné sur le mois d'octobre au mois de novembre. Donc beaucoup de volatilité, ce qui n'a pas été le cas sur l'Europe, qui va terminer positif à plus 0,5. Ça m'en vient à une autre chose. Au mois de décembre, la liquidité sur les marchés est plus faible, mais la liquidité globale est plus faible. D'ailleurs, sur les actions aussi, mais c'est aussi sensible sur le crédit. Donc on arrive sans doute à la fin d'année, et on sait qu'en fin d'année, les gens sont plutôt là déjà pour réallouer sur l'année prochaine. Donc vous ne devriez pas avoir beaucoup de volatilité, et historiquement d'ailleurs, le mois de décembre est plutôt un bon mois pour le crédit. Du coup, si je vous entends bien, vous restez plutôt sur le high yield Europe pour l'année 2016 pour l'instant. Cette allocation qui est en train de se faire pour l'année 2016. Notre métier, on ne fait que ça. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura moins de volatilité à cause de la Banque centrale en Europe qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, vous aurez sûrement une petite hausse des taux, qui est déjà anticipée par le marché, mais qui va augmenter. Et également une petite dégradation des sociétés. Donc, en général, quand vous avez une hausse des taux, c'est parce que l'économie va bien. Donc vous avez une baisse de spread de l'autre côté. Cette année, pour une fois, on pourrait avoir une petite hausse des taux, alliée à une petite hausse de spread. Et plus vous avez ça, plus le yield augmente aux États-Unis et plus il devient attractif. Et encore une fois, on est dans un marché de credit picking. Et donc les bons credit picking vont pouvoir créer de la valeur. Alors, on connaissait le stock picking, on connaît maintenant le credit picking. Il en faut également. Même question, Joseph Alfonsi, sur les actions. C'est un mois compliqué parce qu'on sait que les banques centrales induisent toujours de la volatilité avec leurs annonces. Il ne se passe rien
avant l'annonce, hein, donc un marché assez flat, avant de dire assez plat, et puis ça peut bouger beaucoup une fois qu'on a le discours finalement. Que font les gérants, là, les sociétés de gestion avec qui vous discutez? Est-ce qu'on est plutôt, l'heure est plutôt à la sécurisation sur les actions ou plutôt on continue à investir? Non, nous, on ne note pas de sécurisation. Au contraire, vous disiez que le marché est plutôt flat, mais si on regarde bien depuis maintenant quelques séances, avant les décisions, c'est-à-dire avant la BCE après-demain, je crois, et la Fed le 16 décembre, on a des marchés qui sont plutôt dans une tendance d'appréciation. On a encore une séance haussière hier, alors ça se fait très tranquillement, mais mine de rien, on prend 1% par semaine. Donc ça veut dire que les marchés... Est-ce qu'on n'est pas en train d'acheter la rumeur pour vendre la nouvelle, comme souvent? Alors, on achète la rumeur, à l'évidence, oui. Est-ce qu'on vendra la nouvelle? Ça, je ne sais pas, puisqu'on n'est pas devin. Peut-être qu'il y aura justement, en prévision de cette fin d'année, si les portefeuilles ont bien performé, on aura sans doute une forme de neutralisation qui est tout à fait légitime lorsqu'on a fait une année correcte. C'est un risque, effectivement, d'avoir un marché qui, une fois les nouvelles passées, va terminer un petit peu en roue libre la fin de l'année. C'est un risque, ça, on ne le sait jamais. Après, il faut voir, effectivement, Mario Draghi a tellement eu l'habitude de donner satisfaction au-delà de leurs espoirs au marché que si demain il y avait des annonces à minima, comment est-ce que les marchés accueilleraient cette nouvelle, on ne sait pas. Moi, je ne pense pas qu'il y aura de choc. Je pense que maintenant, comme je le disais, sur l'édito qui va sortir demain, je dis que les chemins sont assez finalement balisés désormais. Le décryptage a été fait, en tout cas s'agissant des banques centrales. Ensuite, il faut revenir évidemment à ce qui alimente et ce qui nourrit les marchés d'actions, c'est-à-dire la macroéconomie et la microéconomie, autrement dit les fondamentaux. Et de ce point de vue-là, à moins qu'il y ait des conséquences différées des attentats que nous venons de subir, parce que il faut voir effectivement comment cela va être digéré. Pour l'instant, il semble qu'il y ait une certaine résilience, puisqu'on a vu les indices PMI qui sont sortis, et une partie de ces indices, de ces enquêtes ont été faites après les attentats. Donc, malgré ça, les indices PMI sont sortis au plus haut depuis 4 ans. Ouais. Donc ça veut dire que les indicateurs avancés, pour l'instant étant toujours bien orientés, il n'y a aucune raison, on va dire objective, que les marchés d'actions calent ou finalement amorcent des replis brutaux. Donc on est plutôt assez serein, on va dire, sur cette fin d'année. En tout cas, c'est notre sentiment. Et pour 2016 ? Pour 2016, il y aura effectivement... Est-ce qu'on va peut-être manquer de catalyseur en janvier, on se dit, ou on retournera sur la micro? Oui, mais maintenant on a l'habitude, les marchés vont fonctionner comme ça par fenêtre de tir un petit peu, vont fonctionner par à-coups. Donc effectivement, une fois que les catalyseurs vont disparaître, les catalyseurs immédiats, les marchés vont peut-être un petit peu fluctuer et être dans l'attentisme, mais très vite les fondamentaux, quoi qu'il arrive, reprennent toujours le dessus, en tout cas pour les marchés d'actions, y compris pour les marchés de taux d'ailleurs. Les fondamentaux reprennent le dessus, et s'il n'y a pas de risque immédiat de retournement de conjoncture, il n'y a pas de raison, compte tenu en plus de la faiblesse des rendements, c'est-à-dire des moteurs alternatifs qui font défaut. Il faut quand même bien dire, on est en recherche de rendement, on l'a bien dit. Eh bien, l'acteur économique finalement le plus sain, c'est l'entreprise, c'est celui qui crée de la valeur, qui crée de la richesse. Moi, je ne vois pas pourquoi d'un coup on aurait, parce que c'est 2016, un retournement, un changement fondamental de cap. Merci messieurs, voilà ce qu'on pouvait dire ce matin sur la situation, les banques centrales, les effets sur le crédit, donc les taux, sur les actions également. Merci à Eric Pictet, le directeur général du bureau de Paris de Musinic, et Joseph Alfonsi, le directeur de la gestion de LGA Investissement Associé. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve dès demain pour un nouveau débat à 9h30. Tout de suite, on se reconnecte au marché avec Lucie Morlot, c'est Direct Investisseur. Bonne journée à tous.